Mes cendres reposent ici, au bord de la Seine, dans ce dôme des Invalides. Peuple français que j'ai tant aimé et pour qui j'ai consacré ma vie, vous avez exaucé mon vœu le plus cher, me permettre de rester proche de vous et comme au temps des grandes épopées, à proximité de mes frères d'armes. Reposez en paix, Duroc, Bertrand et mes autres fidèles compagnons. Quelque part dans le ciel, une étoile scintille pour rappeler combien votre courage a été grand partout où le destin de la France guidait nos pas, notamment sur les nombreux champs de bataille que nous avons foulés ensemble, à cheval ou à pied. Majestueusement, l'aigle royal qui fut mon symbole continue à survoler des sites magnifiques que nous avons connus en notre temps. Grâce à ma bonne étoile, je vis le jour en 1769, près d'Ajaccio, le jour de la fête de la Saint-Pierre. J'aurais tant aimé un grand dessein pour ma première patrie, la Corse. Contemporain, vous vous êtes emparé de mon histoire en la mettant à la portée du monde entier. Les passionnés ne manquent pas, et cela réchauffe mon âme. Je vous laisse le soin de dévoiler ma vie comme bon vous l'entendez. Je me contenterai de vous rappeler quelques-unes de mes citations. C'est en 1764 que Charles-Marie Bonaparte épouse Laetitia Ramolino et s'installe dans la demeure familiale d'Ajaccio. Joseph, son aîné, est né à Corté un an plus tôt. Grâce au traité de Versailles, la République de Gênes cède provisoirement à la France ses droits de souveraineté sur la Corse. Pascal Paoli, représentant des indépendantistes, subit la défaite cinglante de Ponte Nuevo qui le conduit à s'enfuir vers l'Angleterre. La Corse est submergée par l'armée française. Charles-Marie Bonaparte, qui un temps avait pris les armes contre la France, réussit à se faire élire député de la noblesse aux États corses. Entre-temps, Lucien, Élisa et Louis sont venus compléter la famille qui n'a pas encore fini de s'agrandir. Soucieux de l'avenir de ses enfants, Charles envisage pour eux une formation militaire. Pour cela, il doit fournir des documents attestant de son appartenance à la noblesse, ou bien obtenir une bourse d'études pour ses deux aînés, Joseph et Napoléon. Député aux États généraux, il part à Versailles en emmenant ses deux fils avec lui. En décembre 1778, le jeune Napoléon, tout juste âgé de 9 ans, ainsi que son frère aîné Joseph, débarquent sur le continent afin de rejoindre le collège d'Autun. L'oncle Fesch et le cousin Aurel sont du voyage. Le jeune Napoléon ne s'adapte pas bien à ce nouveau milieu. Faisant le siège des administrations, Charles réussit à obtenir pour lui une place à Brienne, qui prépare à la grande école militaire de Paris. Celle-ci est administrée par un ordre de minimes. Napoléon est coupé des siens comme le prévoit le règlement de l'école. Le régime est austère, la discipline sévère et le climat champenois particulièrement rude en hiver. À cette époque, Napoléon fait l'objet de nombreuses railleries de la part de ses camarades d'école. Il a un accent fort prononcé. Le jeune garçon se renferme sur lui-même, il s'invente un monde bien à lui et surtout se réfugie dans la lecture. Déjà, grand observateur et dénicheur de talent, il saura se souvenir de Bourrienne et en faire un peu plus tard son secrétaire particulier. L'un de ses répétiteurs de mathématiques en classe élémentaire n'est autre que le général Pichegru, qu'il va recroiser plus tard lors de son ascension.
La fameuse bataille de Boule de Neige n'est probablement qu'une légende, mais elle illustre bien les aptitudes du jeune Bonaparte pour la stratégie militaire. Ah, cette fameuse bataille de Boule de Neige, elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est sans doute la faute de Bourrienne, toute cette montée en épingle d'un si mince événement. Toutes ces cocasseries sont très drôles. Cependant, pour ma pensée, Brienne était ma patrie. Napoléon sort de Brienne avec les mentions nécessaires pour être admis comme cadet gentilhomme à la grande école militaire des Invalides. Survient la mort de son père. Lui et son frère sont désormais dans l'obligation d'aider rapidement leur mère qui depuis a mis au monde Pauline, Caroline et Jérôme. Quelques mois plus tard, le jeune homme réussit son examen d'officier et devient lieutenant en second dans l'artillerie. Il est affecté au régiment de la Fère à Valence. À cette époque, il consacre beaucoup de temps à lire et à écrire. Son rêve corse ne l'a toujours pas abandonné. Il entreprend d'en écrire l'histoire. L'occasion lui est donnée de retrouver sa terre natale en septembre 1786. Il est vite déçu. La flamme qu'il avait connue autrefois chez ses compatriotes n'est plus la même. Voyant que les événements évoluent rapidement, abolition des privilèges, déclaration des droits de l'homme, Napoléon pense que son grand destin pour la Corse est enfin arrivé. Cependant, un problème idéologique existe bel et bien entre lui et Paoli. Ses compatriotes aussi le désavouent. Le 23 août, Napoléon Bonaparte doit prêter serment de fidélité à la nation, au roi et à la loi. Il estime qu'il faut accepter le plus possible de s'intégrer à la Nouvelle-France. Pendant ce temps, les affaires extérieures du pays vont mal. Apprenant l'exécution du roi Louis XVI et l'occupation d'une partie de la Belgique, la première coalition contre la France sous l'impulsion de l'Angleterre se met en place. Bonaparte prend part à une expédition française en Corse et en Sardaigne. Le Midi est en pleine révolte, favorisant ainsi les troupes paolistes qui sont aidées par les Anglais. Les événements se précipitent. La famille Bonaparte quitte l'île en secret et se réfugie dans l'arrière-pays toulonnais. Le petit village de Méhoun dévoile une plaque commémorative qui atteste du séjour de Laetitia et de ses enfants. Lors de son retour, Napoléon Bonaparte est envoyé à Toulon. La ville et le port sont protégés par les forces de l'amiral anglais Hood, les vaisseaux espagnols de l'amiral Gravina et une armée coalisée renforcée par les royalistes français. Le siège républicain est commandé par le général Cartaux, ancien peintre du roi et piètre militaire. Une attaque d'infanterie lancée contre le mont Faron vient d'échouer malgré les conseils formulés par le capitaine Bonaparte. Le général en chef Cartaux est remplacé. Bonaparte, promu au grade de chef de bataillon, présente son plan de bataille au nouveau général en chef Dugommier. Toulon ne sera pris que lorsque l'escadre ennemie, menacée d'être bombardée à boulet rouge, sera forcée d'évacuer la petite rade. Je demande donc l'autorisation de créer des batteries d'artillerie en plus grand nombre. Dans un premier temps, le plan échoue. Il obtient de nouveaux canons et réclame des hommes supplémentaires. Faisant avancer ses troupes, il leur réclame la prise de l'Aiguillette et celle de Fort Balaguier qui domine la petite rade.
Les colonnes françaises enlèvent le fort dit du Petit Gibraltar, tenu par les Anglais, puis le fort de Malgrave. Bonaparte, blessé à la jambe par un coup de baïonnette, continue à entraîner ses hommes. Il retourne les canons des 2 fortifications vers le Goulet. Comme l'avait prévu le jeune officier, l'escadre ennemie quitte la petite rade. Le 18 décembre, l'amiral Hood lève l'ancre dans un désordre indescriptible. Bonaparte vient de décrocher le titre de général de brigade. Barras demande à Napoléon de mater l'insurrection royaliste. Napoleone Bonaparte donne ses ordres à un jeune officier de la cavalerie du nom de Joachim Murat. Devant l'église Saint-Roch, c'est un vrai massacre. Très vite, les royalistes abandonnent leur désir de s'emparer des Tuileries. Barras est sur le point de devenir l'un des membres les plus influents du Directoire. Carnot nomme Bonaparte en tant que général en chef de l'armée de l'intérieur. Quelques jours plus tard, ordre est donné aux habitants de ne point conserver d'armes chez eux. Le jeune Beauharnais va trouver Bonaparte en lui demandant la faveur de conserver le sabre si précieux de son père. Sensible à ces arguments, Napoléon accepte. Barras fréquente les salons à la mode et les lieux chics où par excellence on pense et on parle. Napoléon déteste ce genre d'endroit. Pourtant, quand Joséphine de Beauharnais née Marie-Joseph Rose de la Pagerie, ambassadrice de cette bonne société, le fait venir afin de le remercier de son geste. Celui-ci ne reste pas indifférent au charme de la belle créole. Cette dernière est séduite par le verbe rare et l'audace de ce jeune général. Le désir de Napoléon de se marier est connu de tous. Mais Rose serait-elle le parti idéal ? Joséphine prend la plume. Vous ne venez plus voir une amie qui vous aime. Vous avez bien tort, car elle vous est tendrement attachée. Venez demain, Septiti, déjeuner avec moi. J'ai besoin de vous voir et de causer avec vous sur vos intérêts. 5 mois de causerie dans la maison de Chantraine sont nécessaires pour les amener à se décider au mariage. Dans la corbeille de la mariée, Barras dépose l'armée d'Italie avec pour mission essentielle de renflouer les caisses du pays désespérément vides. À peine a-t-il le temps de se marier en catimini que déjà, il doit rejoindre à Antibes les généraux de ses futures campagnes. Au début, ceux-ci le considèrent comme un général d'alcôve, mais très vite, il change d'avis. Ce général de 26 ans, en très peu de temps, obtient nourriture et chaussures pour des soldats qu'il sait motiver. Soldats, vous êtes nus, mal nourris, le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces roches sont admirables, mais ils ne vous procurent aucune gloire, aucun éclat ne rejaillira sur vous. Je veux vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ou de constance ? Le succès de la première campagne d'Italie va bien au-delà des espérances de chacun. Le verrou piémontais saute, permettant ainsi à l'armée d'entrer dans la plaine du Pô.
tenue par les Autrichiens. Au pont de Lodi, sur la rivière Adda, Bonaparte ne dispose que d'un seul passage, un pont de 195 mètres. Avec 6000 hommes, le commandant de l'armée d'Italie part à l'attaque du pont de Lodi. L'arrière-garde du général autrichien Beaulieu est enfoncée. Napoléon entre à Milan en libérateur. Soldats, vous avez en 15 jours remporté 6 victoires, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, plusieurs places fortes, conquis la partie la plus riche du Piémont, mais vous n'avez rien fait puisqu'il vous reste tout à faire. Les soldats de l'armée d'Italie vont enfin pouvoir percevoir leur solde. Tous les soirs, dans sa tente de bivouac, Napoléon écrit à Joséphine. Cette dernière ne répond pas avec la même ardeur à ses lettres enflammées. L'aigle s'envole déjà vers un autre combat. Il doit songer à repousser les Autrichiens vers leurs frontières. L'essentiel de la bataille gravite désormais autour de Mantoue. Avec l'arrivée d'une nouvelle troupe menée par le maréchal Alvinzi, les Français se croient perdus. Retranché à Ronco, Bonaparte lance la division Masséna sur sa gauche et la division Augereau sur sa droite vers Arcole en espérant prendre les Autrichiens en tenaille. Le général Bonaparte ne parvient pas à rallier toutes les troupes d'Augereau pour passer Arcole. Au péril de sa vie, il se lance lui-même à l'attaque sur le pont, perd son cheval. Les Français sont rejetés dans le marais, d'où Bonaparte est enlisé et dégagé par ses hommes. Le dernier acte de cette difficile campagne survient lorsque les troupes du général Alvinzi sont écrasées dans la vallée de l'Adige. Mantoue capitule définitivement. Le duc de Parme et de Modène se hâtent de demander la paix contre de lourdes indemnités de guerre. Napoléon annexe Gênes et Venise, créant une république cisalpine en Lombardie. Après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur, écrit Stendhal. L'armée française se dirige désormais sur Vienne. L'empereur François II consent enfin à faire la paix. Lorsqu'il impose le traité de Campo Formio, Bonaparte ne consulte pas le Directoire. À l'automne, Napoléon quitte l'Italie pour Paris. Afin de nourrir ses ambitions politiques, il recherche l'appui d'un homme qui sache naviguer parmi intrigues et conspirations. Incontestablement, Monsieur de Talleyrand est bien l'homme de la situation. Il souffle à l'oreille de Bonaparte ce mot magique, l'Orient. La campagne d'Égypte présente pour le Directoire l'avantage d'éloigner Bonaparte des affaires. Mise en place et obtenue par Napoléon, elle consiste à occuper une région où les Anglais sont les maîtres incontestés. L'expédition permet aussi de découvrir un monde inconnu. Accompagnée de savants et d'artistes, une armada forte de 15 vaisseaux de ligne et de 15 frégates quitte Toulon dans le plus grand secret. Sur son parcours, la flotte française croise l'île de Malte et s'en empare sans coup férir. Ayant échappé à la surveillance des Anglais, l'expédition débarque à Alexandrie. Le corps expéditionnaire marche à travers le désert, manquant d'eau et de nourriture. Il parvient sur les bords du Nil, où les attendent les Mamelouks. Face à eux, l'armée de Murad Bey est prête à livrer bataille. Les fantassins et les cavaliers de Bonaparte anéantissent les soldats du désert en une seule journée. La route vers le Caire est ouverte. Napoléon est le nouveau maître de l'Égypte. Il s'y comporte en despote oriental, maintenant l'ordre par une répression féroce. Tous les jours, je fais couper 5 ou 6 têtes dans les rues du Caire. Il faut prendre le ton qui convient pour que les peuples obéissent.
Ce qui aurait pu être un succès complet va se transformer bientôt en cauchemar. L'amiral Nelson profite d'une erreur de l'amiral Brueys. Dans un effroyable combat, la flotte française stationnant à découvert dans la rade d'Aboukir est anéantie par les vaisseaux anglais. Les équipes de savants et d'artistes sont fascinées par ce qu'elles découvrent. De nombreux dessins et relevés sont effectués sur place à Gizeh, à Karnak, en passant par Abou Simbel. Cette expédition va constituer une étape capitale pour la compréhension de ce qu'était la civilisation des pharaons. L'Empire ottoman déclare la guerre à la France et envoie son armée reconquérir l'Égypte.